Ce que je propose, c'est de commencer les travaux en table ronde. Alors, il y a 4 sièges, mais il y a 3 personnes physiques. La 4e personne est à Bruxelles, on va l'appeler tout à l'heure. Par ordre alphabétique, pour ne pas avoir de soucis, Julien, Agathe et Olivier. Julien Dive, Agathe Vignoux, Olivier Touzé. Julien Dive, député de l'Aisne et vice-président de la Commission économique de l'Assemblée nationale. On va mettre Agathe au centre. Agathe, responsable des affaires publiques et juridiques du CIWF, et Olivier Touzé, responsable qualité et développement durable du groupe Les Mousquetaires. Et Caroline Bialek, Food Drink Europe, qui va intervenir, je vais peut-être la faire intervenir en premier, elle est en distanciel, et on va peut-être démarrer par une vision bruxelloise, puisque c'est un des thèmes de la journée quand même, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter des trajectoires nationales, et on va parler de la France, mais d'autres pays individuellement, et des trajectoires européennes. Et donc je vais animer ensuite cette table ronde, Yves Le Morvan, au titre d'Agridé bien sûr, et de Ralia, les deux. Caroline, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, vous aussi? Non, micro, Caroline. Non. Oui. On vous voit, mais on ne vous... Ah, Voilà, c'est bon? c'est bon? Voilà. Merci d'être présente de Bruxelles, Caroline. Responsable des affaires consommateurs à Food Drink Europe. Est-ce que, en rafale, je peux vous poser 2 questions? La première, sans avoir la casquette Food Drink Europe, c'est nous faire un bilan très rapide du process législatif et réglementaire à Bruxelles. Qu'en est-il de l'affichage nutritionnel et environnemental? Dans quel délai, si on peut dire des choses précises? Et puis 2, ensuite, la position des industries agroalimentaires à Bruxelles représentées par Food Drink Europe. Caroline, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense que c'est des discussions très intéressantes qu'on va avoir aujourd'hui. Alors tout d'abord, juste en une minute, pour certains, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas complètement Food Drink Europe. Donc Food Drink Europe, en fait, on représente les transformateurs des produits alimentaires au niveau européen. Donc notamment, on a 3 types de membres. On a d'un côté les associations, fédérations nationales, type par exemple en France, c'est l'ANIA. Donc c'est vraiment les fédérations nationales de l'industrie agroalimentaire. Donc on en a à peu près 26. On représente quasiment tous les États membres de l'Union européenne. On a aussi la Norvège et le Royaume-Uni. Ensuite, on a une deuxième catégorie d'associations qui sont les associations sectorielles, donc qui vont représenter vraiment tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire, tels par exemple, mais au niveau européen également, donc, par exemple Spirits Europe qui représente les spiritueux, la Fédération du café, les jus de fruits. Pareil, les transformateurs de fruits et légumes. Donc là aussi, on a un peu plus de 20 associations sectorielles. Et enfin, une dernière catégorie, ce sont les entreprises. Donc, on a aussi des grandes entreprises au sein de nos membres comme voilà, Nestlé, Mondelez, Pernod Ricard, voilà, Unilever, PepsiCo, donc toutes ces grandes entreprises. Donc toutes ces associations et entreprises représentent sont nos membres et ce sont leurs intérêts qu'on représente donc au niveau européen. Mais juste pour un petit détail, c'est vrai que bon, on a un peu tendance à penser qu'on représente que un peu les gros du marché, mais en fait, quand on y pense, en regardant vraiment dans les associations sectorielles et les associations nationales, leurs membres sont vraiment des petites et moyennes entreprises également. Donc en fait, on représente aussi à plus de 90% les petites et moyennes entreprises. Donc tout ça pour dire que donc au niveau européen, ce qui se passe en ce moment, c'est que donc l'année dernière, en fin d'année, on devait avoir la révision du règlement de l'information aux consommateurs sur les denrées alimentaires, qui comprend en fait plusieurs choses, donc qui comprenait donc une révision de la durabilité minimum, donc tout ce qui est à consommer de préférence avant le, etc. Ensuite aussi une révision de l'origine des produits, donc comment on marque quels produits doivent avoir sur leurs étiquettes les pays d'origine de leurs ingrédients, etc. Et enfin, donc ce qui nous intéresse, je pense, le plus aujourd'hui, il devait aussi également avoir l'introduction d'un étiquetage nutritionnel au niveau européen. Donc la Commission veut introduire un étiquetage nutritionnel qui soit donc harmonisé au niveau du marché intérieur. Et malheureusement, la révision de ce règlement n'est pas arrivée, c'est en retard. Donc maintenant, j'entre dans la spéculation puisque
Nous n'avons aucune idée de quand exactement cette révision du règlement va arriver. Est-ce que ça va arriver pour avoir eu des discussions avec les États membres, donc les représentations permanentes des États membres ici, beaucoup d'attachés pensent que vu que l'étiquetage nutritionnel est un sujet qui est devenu très politique à Bruxelles, avec notamment voilà les pays du Sud qui poussent beaucoup contre, et des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, qui ont adopté le Nutri-Score notamment. Et voilà, c'est devenu un sujet vraiment très très politisé et ça a amené à beaucoup de conflits en quelque sorte entre certains pays. Et donc la Commission est un peu dans un état de blocage maintenant, vu qu'ils sont tout ce qu'ils peuvent nous dire, c'est qu'ils sont en train de terminer l'étude d'impact sur ce sujet. Et maintenant, en fait, c'est vraiment le règlement, la révision. Et au niveau politique, donc même au-dessus, ça va vraiment se passer au niveau des directeurs généraux, la décision de publier cette révision ou pas. Certains pensent que ça va encore arriver cette année. Le problème, c'est que comme dans un an maintenant, on a les élections européennes, la Commission va arriver aussi à la fin de son mandat, on va avoir un nouveau Parlement européen. Donc la question se pose de est-ce que ça a du sens de publier un règlement avec vraiment ce court délai pour pouvoir l'adopter, sachant qu'il est très politique. Donc ça va vraiment animer beaucoup de discussions. Donc, est-ce que voilà, juste un an, ça va suffire? Donc voilà, ça c'est à peu près où on en est vraiment sur l'étiquetage nutritionnel et sur l'information aux consommateurs sur les denrées alimentaires. Après la commission, au niveau de l'étiquetage, il y a encore quelques autres choses dans les tuyaux. On a notamment donc pour septembre toujours, la commission veut publier une révision de la législation sur le bien-être animal, qui notamment comporte également un élément d'étiquetage. Donc ils ont aussi dans l'idée d'avoir un étiquetage de bien-être animal. Ici, la commission, l'idée, c'est de partir sur un étiquetage volontaire, notamment, et ils sont en train encore de décider est-ce que ça va être un score, donc type voilà un peu Nutri-Score avec un ABCD ou 1, 2, 3, 4, ou alors est-ce que ça va être un étiquetage plutôt premium. Donc voilà, dès que vous étiquetez un produit, ça veut dire que vous êtes au-dessus des standards de base de l'Union européenne au niveau du bien-être animal. Donc ça, c'est pour septembre. Pour le moment, apparemment, c'est pas encore en retard. Donc, on va voir s'ils vont arriver à faire ça pour septembre. Et enfin, on a aussi pour septembre l'étiquetage de durabilité qui doit arriver. Donc ça, c'est un élément d'une grosse initiative qui doit arriver. C'est l'initiative pour la durabilité des systèmes alimentaires. Donc la Commission européenne veut vraiment revoir tout notre système alimentaire, donc vraiment avec tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Et donc vraiment revoir comment on fait pour que nos systèmes alimentaires soient plus durables. Et notamment, un des éléments de cette initiative est l'étiquetage de durabilité. Et donc l'idée ici, c'est que cet étiquetage de durabilité prendra en compte l'étiquetage nutritionnel, le bien-être animal et également l'environnement pour avoir un score final de durabilité. Il n'y a pas encore exactement d'idée où ça va arriver, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'en septembre, la Commission va publier cette initiative. Donc, vraiment, ça va être un règlement cadre, en quelque sorte. Et ensuite, dans les années qui viennent, ils vont définir les éléments plus en détail dans des actes plutôt des actes délégués. Donc voilà, ça c'est un petit peu vraiment les gros éléments d'étiquetage qui arrivent en quelque sorte. Et maintenant sur notre position vraiment rapidement sur ça, chez les industriels, donc sur l'étiquetage notamment nutritionnel. Alors ici voilà, nous on rentre en tant que Food Drink Europe, on rentre pas dans le détail de quel étiquetage nutritionnel serait meilleur, puisque bon, je pense que vous pouvez comprendre que vu la diversité de nos membres qui viennent d'un peu tous les pays, aussi de divergences, que ce soit voilà politique ou de produits, nous sommes comme quelqu'un dirait, nous sommes agnostiques en ce qui concerne le Nutri-Score, mais notamment pour un étiquetage nutritionnel. Donc ce qu'on demande, c'est que l'étiquetage nutritionnel soit vraiment basé sur des preuves scientifiques.
indépendante et robuste, qu'il soit également objectif et non discriminatoire, c'est-à-dire qu'il ne soit pas utilisé pour discriminer entre certaines catégories de produits contre d'autres, puisque bon, nous on part du principe que tous les aliments peuvent faire partie d'un régime sain et équilibré tant qu'ils sont consommés de manière appropriée et en quantité appropriée. Ensuite, ce qu'on demande également, ce serait que ces étiquetages nutritionnels, ce qui est très important, soient accompagnés de campagnes d'information, en fait, d'éducation des consommateurs, puisque bon, avoir seulement un étiquetage, c'est trop peu. On pense, et il faut vraiment qu'il y ait des campagnes d'éducation pour savoir ce que ça représente, ce que c'est, ce qu'il y a derrière les algorithmes, et également comment introduire ces aliments dans un régime sain, équilibré et durable. Et enfin, on demande également qu'il y ait notamment des exclusions et des exemptions pour certaines catégories de produits, notamment des produits qui sont visés à des catégories de personnes qui ont des besoins nutritionnels différents, comme ce qui existe en fait aujourd'hui déjà dans le règlement de l'information consommateur. Donc que ce soit les personnes âgées ou les enfants en très bas âge, des choses comme ça. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, merci. Et si jamais vous avez des questions, Ouais, je resterai connecté. Donc, ouais, pas de restez souci. connectés, Caroline, en fonction, en rebondissant. Ce qu'on a quand même compris, c'est qu'il y a un peu de brouillard à Bruxelles. En termes climatiques, c'est compliqué. Mhm. Il n'y a que les élections dans un peu plus d'un an. Et qu'il y a quand même de fortes oppositions des États sur l'affichage, en tout cas nutritionnel, l'étiquetage nutritionnel, hein, comme vous l'avez souligné. Mhm. Exactement. Donc c'est compliqué. On va regarder ce qui se passe en France pour faire le parallèle. Ça ne sera pas exactement la même chose. Olivier, on va commencer par un groupe connu, industriel, de distribution, les Mousquetaires. Il y a un engagement des Mousquetaires sur ce. On va commencer par le nutritionnel, puisque c'est celui qui est le plus en avance en termes. Il y a un engagement. Et comment ça fonctionne dans un grand groupe pour le mettre en avant? Il y a un choix délibéré, il y a une stratégie d'entreprise. On va revenir sur les politiques publiques, mais la stratégie d'entreprise, c'est quoi? Bonjour à tous. C'est historique chez les Mousquetaires. Sans rappeler toute l'histoire, les Mousquetaires ont créé le prix au litre et au kilo, l'affichage du prix au litre et au kilo. Donc, dans les gènes des Mousquetaires, l'étiquetage, l'information consommateur, c'est intégré dans la stratégie de l'entreprise. Et en 2008, on a eu la bonne idée d'essayer de se démarquer, puisqu'on sentait que les consommateurs avaient besoin, et vous l'avez dit tout à l'heure dans l'étude, d'informations plus claires, plus lisibles. L'étiquetage, ça fait le lien entre le contenu et ce que le consommateur attend. C'est le premier acte, c'est la première information qu'il a quand il achète un produit. Donc c'est important que cette information soit claire, lisible, transparente. Et on voit qu'avec les systèmes que vous évoquez, là, Coloriel et les autres, c'est ce qu'ils demandent. Donc on s'est testé. On a été un peu trublion quand j'entends madame derrière moi. On a lancé le NutriPass, qui était le premier système coloriel en France avec 3 couleurs sur matière grasse, sucre et sel. Ça nous a énormément challengé en interne sur nos recettes. Ça nous a permis de réduire fortement nos taux de sel, nos taux de sucre, nos taux de matière grasse, parce que les équipes marketing, les chefs de produits voulaient vraiment que les produits sortent avec les bonnes couleurs. On a évité le rouge, parce qu'on savait que ça allait perturber le consommateur. On a pris du orange, du vert, du jaune et du vert. On a lancé 2000 recettes avec l'étiquetage en face avant, ce qui était aussi un challenge, hein, parce qu'à l'époque, on était en 2008, hein, donc vous parliez tout à l'heure des échéances, on était juste avant toute cette histoire qu'on est en train de raconter. Et puis on a arrêté parce qu'on a senti que l'Europe allait sortir quelque chose et on attendait un référentiel. On était le seul à avoir ce référentiel. On avait créé notre référentiel et on sentait qu'on était un peu trublion et qu'on gênait un peu quand même les industriels, il faut le dire clairement. Et nos industriels, à nous, nos entreprises agroalimentaires, on les avait mis au pas de le faire. Donc on a lancé. On attendait l'échéance du Nutri-Score, qu'on savait qui était déjà dans la piste. Et on a été toujours dans le même esprit. On a été les premiers à signer la charte Nutri-Score. 2 autres distributeurs nous ont rejoints, 1 ou 2 industriels. On s'est senti un peu seul avec le Nutri-Score au départ. On s'est dit pourquoi c'est pas obligatoire. Il aurait peut-être fallu pousser un peu plus pour que ça soit obligatoire pour plus d'engagement. Parce que vous imaginez dans un rayon d'un magasin d'Intermarché, quand le consommateur voit un produit étiqueté, donc la MDD, parce que c'était nos MDD qu'on a étiqueté, et qu'il n'a pas de possibilité de comparer, c'est pas facile de faire son choix. Donc on a communiqué beaucoup pour emmener des industriels, pour emmener d'autres distributeurs. On a été un peu isolés pendant quelques années, puis après, ça s'est déclenché pour
pour différentes raisons. Donc, je pense que les arguments que donnait Madame sont bons. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un référentiel qui soit solide, qu'il soit scientifique, indépendant. Il faut que tout ce qui a été dit soit bien, qu'il soit objectif sur la démarche. Et puis après, ça fonctionne. Et après, tout le monde va adhérer, tout le monde doit adhérer pour que le consommateur puisse comparer dans les rayons les produits. C'est ce qui est important. Sinon, il ne peut pas comparer. Alors, entre Olivier, les produits. on y va tout de suite. Volontaire ou obligatoire? Parce que Nous, on était plutôt à l'époque pour que ça soit obligatoire, bien sûr. Ouais, ça, c'est intéressant. Pour que les clients aient la bonne façon de comparer. Et ça va être pour tous les étiquetages. Alors, historiquement, on a mis le NutriPass, on s'est engagé sur le Nutri-Score. On a fait la première expérimentation sur la fiche environnementale. Donc, on a testé 100 produits qui s'est arrêté. On a repris la route de l'expérimentation il y a 2 ans avec l'ADEME sur la nouvelle expérimentation. On se engagera sur la fiche environnementale. On est engagé, j'ai à côté de moi quelqu'un qui va en parler, sur l'affichage bien-être animal. Et puis, j'avais noté, on a lancé aussi, et on a arrêté parce qu'il y a des questions, et je viendrai sur la gouvernance de l'étiquetage, parce que tout ça, ça demande d'être microscopique, chirurgical, précis, réglementaire, parce que l'étiquetage, c'est un enjeu réglementaire. C'est la confiance du client, il ne faut pas se tromper. C'est la transparence, et on est contrôlé. Il faut savoir que les services de l'État nous contrôlent fortement sur l'étiquetage, et c'est normal, parce qu'on doit avoir un étiquetage qui soit honnête et réglementaire. Et donc, la chose qu'on a lancée, c'est le Franco-Score. Ça, c'était aussi une démarche d'expliquer aux clients quels sont les ingrédients qui étaient français, et mettre un baromètre, une sorte de qui a été présenté aux administrations, qui avait beaucoup plu. On a arrêté, parce que là, on sentait aussi une pression de l'Europe sur comment étiqueter l'origine sur les produits. Et pour l'instant, je crois que ce n'est pas complètement décidé, ce sujet-là. Voilà. Donc, un engagement très fort des mousquetaires pour de la transparence, de la visibilité, de la simplification de l'étiquetage, pour que les consommateurs en rayon, parce que vous savez que le temps d'achat est très court, en rayon, les consommateurs achètent et connaissent rapidement l'information qu'ils ont. Après, la dématérialisation, on en parlera tout à l'heure, peut-être pour l'avenir. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Non, mais ce qui est dit, Olivier, c'est déjà très important, plutôt obligatoire que volontaire. En tout cas, une harmonisation européenne forte, souhaitée rapidement. Donc là, bonne chance, on va voir. Et une volonté, une stratégie d'entreprise de transparence vis-à-vis du client. Si je peux parler de la gouvernance pour finir. On y reviendra après, Olivier. D'accord. On y reviendra après. Julien, parlons de politique publique, parce que là, on a une stratégie d'entreprise très intéressante qui a entraîné d'autres petites entreprises. En termes de politique publique, on a quand même des problèmes d'obésité, on a des problèmes de surpoids dans la population, donc de santé publique. On a des problèmes de politique agricole, on a des problèmes de politique environnementale. Donc, se posent, par le biais du levier éventuel de l'étiquetage, des réflexions et d'une action vis-à-vis de ces différents sujets. Vous connaissez bien les questions agricoles, mais au-delà, sur les questions alimentaires, de santé publique et tout, quelles sont vos réflexions par rapport à l'étiquetage? Bon, déjà, bonjour à tous et à tous. Merci de l'invitation à cette table ronde et de pouvoir aborder un sujet qui est quand même au cœur de la vie de nos concitoyens. Bien manger pour bien vivre et être en bonne santé et tenir compte aussi des impacts qu'on peut avoir en tant que consommateur sur le bien-être animal, sur la planète, sur tout simplement aussi la santé. Sur le rôle des politiques publiques, j'ai envie de dire, c'est incontournable, puisque Madame Ebel nous présentait tout à l'heure le rôle, l'impact du Nutri-Score, qui venait corriger quelque part, à mon sens, une faille, celle de la politique d'éducation alimentaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque sur l'éducation alimentaire qui se fait dans le cercle familial, mais qui doit aussi peut-être se faire dans un cadre beaucoup plus officiel. Je ne sais pas si c'est le rôle de l'école, c'est un débat qu'on peut avoir et qui serait intéressant d'avoir avec des enseignants. Est-ce que c'était dans un autre cadre? C'était aussi à réfléchir, mais je pense que c'est tout ça qui amène aujourd'hui à, quelque part, élaborer des stratégies d'information, d'une meilleure information aux consommateurs, de manière à ce qu'ils puissent, d'une part, se nourrir correctement, se nourrir dans des bonnes proportions, dans des bonnes conditions, et donc d'avoir un acte d'achat en conséquence. Sur la question de l'étiquetage, permettez-moi de décomposer en 3 niveaux l'étiquetage et de montrer que le législateur intervient évidemment. Premier niveau, c'est l'information de ce que j'achète. J'achète une pomme, je sais que c'est une pomme. J'achète une barre de céréales à la pomme, j'ai besoin d'être informé sur ce qu'il y a dedans. Les ingrédients, sur la composition, sur éventuellement des additifs, etc. Le deuxième, donc c'est vraiment l'information de ce que j'achète. Le prix, évidemment, il faut contrôler. Et là, le législateur intervient puisqu'il est intervenu
puisqu'il nous faut lutter, éviter les fraudes, éviter comment dire, une commercialisation illicite, etc. Deuxième niveau d'étiquetage que moi je vois, c'est l'étiquetage sanitaire. Dans mon achat, j'ai besoin de savoir si je ne vais pas acheter trop de sucre, trop de sel, s'il y a des nitrites, par exemple, s'il n'y en a pas. Donc d'avoir ce niveau d'information sanitaire est essentiel. La DLC, par exemple, même si ça peut poser question sur les durées de consommation des produits, mais peu importe. D'avoir une information sur la question sanitaire. Là aussi, le législateur a fait son rôle et intervient, et il est intervenu. Le troisième niveau d'étiquetage, moi j'y vois, et là dans lequel j'intègre la question du Nutri-Score, de l'étiquetage environnemental, du Rémunérascore qu'on n'a pas évoqué, de tous les étiquetages qui, à mon sens, sont là pour donner une information peut-être plus citoyenne, peut-être plus proactive, qui amène le consommateur non plus à être un consommateur, mais à être un consommateur, être vraiment acteur de son choix, être acteur pour les autres, pour la société. Et là, c'est intéressant parce que le rôle du législateur est peut-être parfois plus ténu. Et là, je m'explique, puisqu'on en vient à notre échange. Dans la loi, nous avons eu quelques rendez-vous ces dernières années, dans le précédent quinquennat. D'abord, Egalim a posé un cadre, la loi Egalim en 2017-18, avec les états généraux, qui étaient quand même assez larges, multiplier une consommation saine et durable, aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public, avec les cantines scolaires, renforcer le partage de la valeur, renforcer l'information aux consommateurs. Le Conseil constitutionnel est intervenu entre-temps, il y a eu quelques articles qui ont été toilettés, et derrière, nous avons dû de nouveau légiférer avec une loi qui a été adoptée en 2020 sur la transparence de l'information aux consommateurs, dans lesquelles il y avait notamment un certain nombre d'informations sur l'origine de l'alimentation, des aliments, notamment sur la viande, mais pas uniquement, sur le miel, puisqu'on a sur le marché des miels qui étaient coupés avec du sucre, par exemple, donc donner une véritable information la plus précise et plus fine aux consommateurs. Ça, c'est pour le rôle qui a été mené par le législateur. Deuxième temps d'intervention, et nous avions déjà eu à ce moment-là le débat sur l'obligation du Nutri-Score. Deuxième temps, Egalim 2 intervient pour, là encore une fois, travailler sur le partage de la valeur, etc. Et là, le législateur a voté, nous avons voté, une expérimentation sur un autre type d'affichage. Là, c'était le Rémunérascore. Alors, c'est une expérimentation, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, il y a un acteur de la GMS qui était acteur, qui était proactif, qui avait envie et qui a testé l'opération avec une filière. Bien, nous verrons dans quelques temps les conclusions de ça, parce qu'en fait, tout ça est perturbé par le pouvoir d'achat, forcément, donc ça joue. Et l'inflation. Et puis, maintenant, se pose la question, je suis toujours dans mon troisième niveau d'étiquetage, du Nutri-Score. Moi, je suis 100% favorable au Nutri-Score. Parce que je vois bien qu'il vient corriger un premier point qui, à mon sens, manque, c'est la question des politiques éducatives, de rappeler ce que sont les nutriments, de rappeler ce qui est bien mangé, à quel moment, à quelle fréquence et en portion. Donc, c'est évidemment un outil incontournable aujourd'hui qui a fait ses preuves et qui est presque, sans que la loi l'y oblige, est presque devenu une norme. Parce que les industriels de l'agroalimentaire s'y sont pliés. Et la preuve, les premiers à avoir tiré, c'est certains acteurs de la GMS, et donc c'est déjà dans le cadre. La question, c'est est-ce qu'au niveau européen, il y aura une obligation? Ce sera notre débat à avoir, et il nous faudra appliquer évidemment le cadre européen, à condition qu'il y ait une harmonie, à condition que cela soit identique et uniforme d'un État membre à l'autre État membre. Mais je suis plus réservé sur l'obligation, en tout cas, et ça permet d'ouvrir le débat, c'est important, sur l'obligation du Nutri-Score dans la loi française, sauf si, encore une fois, le cadre européen nous l'y oblige, pour une raison simple, c'est que j'ai des réserves, c'est important, pour une raison simple, c'est que je vois deux failles. La première faille, c'est évidemment, ça pénalisera certains produits dits plaisir. Et en alimentation, c'est bien d'avoir des produits plaisir qu'on retrouve à la coupe, produits Soussico, etc., qui se retrouvent aujourd'hui avec des Nutri-Score défavorables. CD, peut-être bien. Donc, attention, premier point de vigilance.
La deuxième faille que moi j'y vois, c'est que certains acteurs de l'industrie agro-industrielle, attention, je ne tire pas à boulet rouge dessus du tout, mais certains acteurs d'agro-industrie peuvent être très bien tentés de modifier leurs recettes avec des coproduits qui n'ont que pour effet non pas d'améliorer le produit en lui-même, mais d'améliorer le Nutri-Score, parce que le Nutri-Score est devenu un outil de vente. Et là, moi, j'y vois une faille réelle. Je préfère aujourd'hui finalement un outil qui est utilisé quasiment par tout le monde comme élément différenciant. Vous achetez un paquet de céréales ou une compote avec un Nutri-Score. La marque d'à côté n'a pas mis le Nutri-Score. Bah, moi, j'ai l'impression que s'il n'y a pas de Nutri-Score, il y a peut-être quelque chose à cacher. Merci, Voilà. Julien. Donc, j'ai noté que quand vous faites vos courses, vous regardez le Nutri-Score. Hein, c'est bon, d'accord. Y compris sur l'application pour les drives. Voilà. Certaines applis qui les mettent. Bon, il y a les failles qui sont connues. On y reviendra, obligatoire ou volontaire, c'est intéressant. Je cite à ce moment quand même une étude de l'UFC Que Choisir du mois dernier qui était assez intéressante, qui disait que l'effet d'entraînement était positif quand certains industriels venaient en nombre pour utiliser le Nutri-Score, à développer l'utilisation du Nutri-Score, mais par contre, sectoriellement, il y a certains secteurs, il n'y a pas d'utilisation de Nutri-Score, et là, il y a une forme de blocage. Donc, c'est un autre argument, une faille, mais dans l'autre sens par rapport au débat volontaire obligatoire. On pourrait y revenir, et on reviendra sur la relation entre Paris et la Commission des affaires économiques et Bruxelles, quand même. C'est un des vrais sujets aujourd'hui. Agathe Gignoux, responsable des affaires publiques et juridiques du CIWF. On va parler du bien-être animal, mais on va aussi parler de l'affichage environnemental, hein, les deux. On a vu la complexité, déjà pour Nutri-Score, mais pour l'affichage environnemental en France et à Bruxelles, ce sera très complexe. Peut-être deux mots très rapides sur le CIWF. Je pense qu'ici tout le monde connaît le CIWF, mais peut-être le rappeler et surtout dire les différents leviers utilisés par CIWF. Il y a l'étiquetage, pas que. On revient vite après sur l'étiquetage. Oui, pardon. Bonjour à tous et toutes. Oui, juste, je ne pense pas que tout le monde connaisse CIWF, malheureusement. Qu'est-ce qui connaît le CIWF? Levez la main. Ah, quand même, ok. Ah, okay. Alors, bon, ça y est, la réponse est faite. Ok. Pour ceux qui n'ont pas levé la main, le CIWF, c'est une ONG de protection des animaux d'élevage. Donc, on est dédié aux animaux d'élevage. On a été créé par un éleveur laitier en 1957, donc il y a un petit moment, et on a une orientation welfariste, je le précise. C'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas abolitionniste, on n'est pas favorable à l'abolition de l'élevage, on est pour le développement de pratiques d'élevage qui sont respectueuses du bien-être animal. Et donc, on a un travail, on a tout un pan de notre action qui consiste à travailler avec les entreprises de l'agroalimentaire. C'est peut-être pour ça que certains d'entre vous nous connaissent. C'est pour ça qu'on est peut-être le plus connus, en tout cas dans une certaine... auprès de certains acteurs. Dans le secteur du poulet, c'est sûr. Le poulet en particulier, mais pas que. C'est vrai qu'on travaille. Alors, on est une organisation internationale, mais on va choisir les sujets sur lesquels on va travailler. Alors, on est spécialisé sur le bien-être des animaux d'élevage, uniquement les animaux qu'on consomme. On a développé donc depuis une vingtaine d'années de l'expertise sur l'accompagnement des entreprises sur le sujet du bien-être des animaux d'élevage et les différents leviers qu'on va développer avec les entreprises. Donc, c'est soit du conseil sur les politiques de bien-être animal, donc comment intégrer le bien-être animal dans les politiques RSE, dans les politiques de développement des entreprises agroalimentaires. On a une stratégie aussi de valorisation. On est plutôt carotte que bâton. On va décerner chaque année des trophées bien-être animal aux entreprises qui s'engagent à mettre en place des critères de bien-être animal. Et puis, on va travailler sur d'autres leviers, notamment l'étiquetage. Alors, l'étiquetage, pour nous, c'est un levier qui est à la fois un levier d'accompagnement des entreprises pour permettre de mieux valoriser, mais aussi de développer l'offre. Comme ça a été justement dit, c'est vraiment un point très important. C'est aussi un outil de politique publique, en tout cas un outil qui fait le lien entre un accompagnement par les politiques publiques. Et c'est vrai que moi, je suis chargée d'affaires publiques. Je vais travailler plus sur les aspects politiques publics, mais on voit vraiment le lien avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé. Justement, bon, je peux peut-être... Agathe, il y a une étiquette bien-être animal, il y a par exemple le Planet Score, ça peut être l'EcoScore, qui est plus global encore, ça en fait deux, je ne parle pas du Nutri-Score.
le CWF a un choix entre les deux ou c'est les deux de façon complémentaire? Ça marche comment? Alors, ce que nous, on a fait, on a commencé par travailler sur l'étiquette bien-être animal. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est une étiquette qui permet d'avoir une note de A à E sur le bien-être animal, qui est aussi accompagnée d'un pictogramme qui représente le mode d'élevage et qu'on a développé au départ avec le groupe Casino et sous l'impulsion aussi du président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, Louis Schweitzer, avec 2 autres organisations de protection animale. Une étiquette. On va essayer de l'afficher. Si vous avez des visuels, c'est génial, mais bon, Ouais, après. on va faire une exception. Bon, en tout cas, vous pouvez la retrouver. Elle a été développée sur le poulet de chair. C'est celle-là, voilà. Alors, publicité non comprise, donc Super, rapide. merci. Rapide hein. Ouais. Merci. Voilà. Voilà, ça permet juste de mieux la visualiser. Aujourd'hui, elle est posée sur 10 à 15% des poulets produits en France. Donc, c'est pas négligeable et c'est en augmentation. Donc, alors c'est un point important pour nous, ONG et CWF en particulier, c'est que c'est une étiquette, c'est pas un label. Alors, elle peut s'utiliser comme un label et ça peut être une tendance qui est liée d'ailleurs à son caractère volontaire, mais pas que. Mais elle a vocation à s'appliquer sur l'ensemble des produits d'une même gamme, donc en l'occurrence le poulet de chair. Et donc vous voyez, vous avez à la fois un score donc de A à E avec un mot qui permet de l'expliciter et puis un indicateur sur le modèle. Ouais, on enlève le loué, ça y est, on a vu. Et Loué, Ouais. c'est un des partenaires qui nous a rejoint en 2019. Donc ça, cet étiquetage bien-être animal a été lancé en 2018. Merci. Assez pionnier, enfin même très pionnier en France, c'est le seul. Et le premier, il a vocation d'ailleurs à rassembler un On enlève le loué. de gens. C'est pas grave, hein. Loué Non. est un Non, mais il y acteur en du a poulet, d'autres, mais c'est ça que je veux dire. il y en a d'autres. Donc, l'étiquette bien-être animal, elle rassemble. Ça, il y avait une slide sur qui ça rassemble, mais bon, on va pas faire tout sur ça. Mais elle rassemble un grand nombre d'acteurs. Elle a été lancée au départ par uniquement ce groupe, mais ensuite très très vite a été rejoint par la quasi-totalité de la grande distribution. Je crois qu'il manque uniquement Leclerc aujourd'hui. L'ensemble des distributeurs Voilà, sont on membres. cite les noms, voilà, très bien. Voilà, il n'y a rien Non, à mais cacher. voilà, Ils sont pas encore dedans, mais je pense qu'ils sont intéressés. Hein, ça prend un certain temps aussi. C'est une démarche qui est, et pour revenir à votre question, étiquette, bien-être animal, affichage environnemental, où est-ce qu'on en est, enfin de tous ces affichages. C'est une étiquette, l'étiquette bien-être animal, qui a vocation à être assez complète. On parle de l'ensemble de la vie de l'animal, de sa naissance à l'abattage. C'est assez complet, mais c'est aussi assez complexe. C'est-à-dire qu'on lit l'ensemble de la chaîne. À la fois, et d'ailleurs c'est sur l'étiquette poids-prix. Donc c'est chaque produit, chaque barquette qui est notée. Donc on va assez loin avec un audit annuel des producteurs jusqu'à l'abattage. En quoi ça rajoute une certaine complexité, c'est que on va donc noter un éleveur, une éleveuse, ensuite des transporteurs, des abatteurs, l'ensemble des maillons. Et donc, si vous avez un des maillons qui ne rentre pas dans les clous sur 230 critères sur le poulet de chair, hein, sur le bien-être animal, donc des obligations de moyens, des obligations de résultats, c'est assez complexe, on va dire, assez complet. Ça signifie, pourquoi on l'a lancé sur le poulet de chair, c'est une filière qui est assez intégrée. Donc, c'est des opérateurs qui sont déjà dans des démarches où ils travaillent ensemble. Agathe, on va revenir tout à l'heure. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je précise quand même tout à l'heure sur. Il y a quand même. À la limite, on peut demander à Caroline parce que est-ce que Caroline, ça existe dans d'autres pays européens ce type d'étiquette qu'on vient de voir? Agathe, Caroline. Oui. Alors, à ce que je sais, il y a notamment donc le Danemark qui a son étiquetage de bien-être animal, et l'Allemagne est assez avancée dessus. Il me semble qu'ils en ont un aussi, et notamment l'Allemagne, c'est un des pays qui pousse beaucoup pour qu'il y ait aussi un étiquetage justement un peu plus harmonisé au niveau européen. Merci. Agathe, vous confirmez? Oui, pour compléter, il y a les Pays-Bas sont très très avancés depuis de nombreuses années hein, sur l'étiquetage du bien-être animal. Vous avez les Pays-Bas, c'est un des pays pionniers, et l'Allemagne a beaucoup avancé ces dernières années, en effet, parmi les plus gros producteurs d'élevage, sur des filières, notamment en poulet de chair, en porc, qui sont les filières les plus
intégrés. On va mais revenir. donc, Ouais. il y a des démarches européennes. Par contre, elles ne sont pas aussi complètes. Ça va être plus des labels bien-être animal. Donc, aux Pays-Bas, ça s'appelle Better Leven. C'est des systèmes d'étoiles. Au Danemark, c'est des cœurs, je crois. En Allemagne, par contre, vous avez une démarche qui est plus celle d'un étiquetage sur le modèle des œufs, qui va être sur le mode d'élevage. Mode d'élevage avec derrière des critères de bien-être animal. Et c'est ce qui on va y aussi revenir, nous Agathe, a parce inspiré par rapport à l'affichage environnemental. que vous êtes en train de dire beaucoup de choses. On va revenir. C'est vrai, on va revenir entre bien-être animal et planète tout à l'heure quand même, parce que... Oui, je pense que c'est important de préciser pourquoi est-ce qu'en parallèle, on Oui. a voulu intégrer cette démarche d'affichage environnemental. On va y revenir, Agathe, on va y revenir. Ok. On- J'attends on que vous me change posiez la un peu. question. Julien, monsieur le député, quand même, on va tout de suite à un sujet qui gratte quand même, c'est la relation entre, pas seulement Paris, ça pourrait être Rome, évidemment, au hasard, ou d'autres capitales, mais on va dire entre l'Assemblée nationale et le Parlement européen. Quand on est à la commission des affaires économiques, c'est une des principales commissions de l'Assemblée nationale, comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les rapports avec le Parlement européen? On a vu que le calendrier est en partie lié d'ailleurs aux futures élections du Parlement européen. Comment est-ce qu'il y a un travail de conjonction éventuelle qui fasse qu'on va vers une harmonisation? Ou alors est-ce que vous estimez que c'est vraiment très compliqué d'aller vers une harmonisation? J'ai envie de vous répondre les deux, parce que déjà, premièrement, il y a une commission dédiée qui est Commission des affaires européennes, qui a été créée justement avec des parlementaires qui siègent dans différents types de commissions et donc qui permettent d'être en avance de phase sur les évolutions européennes, enfin législatives et réglementaires, surtout et normatives européennes qui sont en préparation, donc de pouvoir les anticiper. Pour autant, ça ne nous empêche pas nous-mêmes d'être en veille. D'avoir un lien direct avec la Commission européenne, non, on ne l'a pas directement. On va avoir des relations individuelles en one-shot, sauf à siéger aussi dans la Commission des affaires européennes. Mais pour autant, ça ne nous empêche pas de légiférer en fonction aussi des évolutions normatives lorsque ça rentre dans le cadre de notre commission. Alors là, pour la question des affaires européennes, il est très souvent des affaires économiques, pardon, c'est très souvent le cas où nous avons des mises à jour législatives à faire en fonction des évolutions des évolutions normatives européennes. Donc on suit l'ordre, ça passe par la commission dédiée aux affaires européennes. Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, votre pensée profonde sur les problématiques d'harmonisation entre Europe et France, si on prend la France, mais les autres pays. Aujourd'hui, quand même, on a un sujet un peu complexe pour les entreprises en termes d'étiquetage, mais aussi pour de trajectoire alimentaire. On a un affichage nutritionnel dans certains pays. Il y a 3 types de positions au niveau européen. Si je ne dis pas de bêtises, il y a les positions autour de la France, l'Allemagne, du Benelux, favorables au Nutri-Score, le pays du Sud emmené par l'Italie, qui est plutôt opposé avec les pays de l'Est. On a les pays nordiques qui ont d'autres affichages. Enfin, c'est extrêmement complexe. On est à l'intérieur du marché intérieur. Qu'est-ce que vous préconiseriez pour essayer de sortir de ce comment dire, de barquette de filet de poulet. Ouais. Dessus, il y avait quand même beaucoup d'informations. Ouais. Il y avait le filet de poulet, il y avait la marque, il y avait le drapeau bleu, blanc, rouge, il y avait l'étiquetage bien-être animal, il y avait le prix, il y avait, et je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin. Ouais. Et le problème, c'est que, pardon de sortir un vieil adage complètement galvaudé, l'information tue l'information, mais à trop en rajouter, on risque de perdre le consommateur. Et donc, je pense qu'il faudra, et c'est nécessaire même, avoir une simplification. Toutes ces initiatives prises soit par des ONG, soit par des industriels, soit par des États membres sont extrêmement positives et bonnes parce qu'elles challenge. L'exemple des mousquetaires en 2008 a prouvé aussi que c'était aussi leur rôle de pouvoir challenger, et là pour le coup ils ont challengé presque les pouvoirs publics. Mais tout ça était extrêmement positif et sain, ça va dans le bon sens. La question, c'est quel est le point d'atterrissage? Et le point d'atterrissage, c'est d'avoir quelque chose à la fois de très simplifié, dans lequel on va retrouver les données pour le bien-être animal, les données sur l'impact environnemental, les données sur la qualité nutritive des produits, de manière à ne pas perdre le consommateur, parce que si vous perdez le consommateur, ben vous avez raté le coche. Et cela doit se mener, évidemment, au niveau européen. Si on n'est pas capable d'avoir... Encore une fois, c'est la commission qui doit s'engager là-dessus, d'avoir un discours commun au niveau européen. On aura du mal à décliner. En tout cas, on pourra le faire. On pourra faire. La loi pourra. Demain, rien n'empêche le Parlement de dire allez, on oblige le Nutri-Score, on oblige le bien-être animal. On l'a fait sur l'impact sur l'étiquetage environnemental. Mais
Attention, et l'origine, oui. Mais attention aux distorsions qu'on peut se créer soi-même avec d'autres pays, pays voisins. Oui, non, c'est vrai que vous avez raison. La simplicité ou la simplification, c'est un élément donné. Quand on regarde ce qu'on essaie de mettre dans, par exemple, le Planet Score, il y a quand même énormément de complexité, il faut le reconnaître. Olivier, dans une entreprise, pour rebondir, comment est-ce qu'on peut simplifier Oui, je dirais comme vecteur? Je dirais, monsieur le député, on avait même voulu, on l'a proposé au service administration, le NutriPass. Et on n'a pas accepté. C'est dommage. On aurait pu être à l'origine du Nutri-Score. Oui, la simplification, oui. Juste pour vous donner un ordre de grandeur en termes de gouvernance. Aujourd'hui, on a 7 personnes dédiées dans mon équipe à la validation réglementaire des packaging. Et à chaque fois qu'un élément change, on repasse le packaging dans les mains de ces personnes. Donc c'est vrai que la dématérialisation peut nous aider. Alors je vous expliquais très bien tout à l'heure les différents niveaux d'étiquetage. La partie sécurité alimentaire, elle doit peut-être être visible rapidement. Dématérialiser certainement aussi, parce que ça va nous permettre, et on travaille avec GS1 sur le futur QR code augmenté GS1, dans lequel on pourra intégrer la DLC, des données sécurité, qui nous permettront nous aussi de repérer les clients qui ont acheté les produits, de faire des retraits, des rappels de produits beaucoup plus efficaces, et de remonter aussi la chaîne de traçabilité. Ça va nous aider tous, hein, quel que soit l'acteur dans la chaîne de logistique, de supply chain. Mais peut-être que pour le consommateur, il y a peut-être 2 niveaux. Il y a celui qui est obligatoire, on va dire la DLC, il faut qu'il la voie tout de suite, des informations réglementaires, et on dématérialise ces engagements un peu volontaires, ou obligatoires si ça devient obligatoire. Mais c'est important parce que nous, on voit le coût d'un packaging à refaire, c'est assez énorme. Quand on a, je vous donne des chiffres, hein, on a par exemple l'année dernière, on a fait 2500 remises à jour de packaging avec cette équipe, plus environ 1000 packaging avec le Nutri-Score, parce que le Nutri-Score, pour l'instant, il n'est pas dématérialisé, donc il est en face avant. Donc dès qu'il y a un changement d'un élément qui impacte le Nutri-Score, on modifie le pack, donc on revalide le pack. Après, c'est notre engagement. Dès qu'il y a des promesses marketing qui se mettent en place sur le pack, c'est la même chose. On est obligé de remodifier les packs. Donc ça, c'est des coûts. Donc on a une équipe qui est dédiée, hein, c'est du temps, c'est des coûts, donc il faut quand même qu'on l'intègre. Et que la dématérialisation va nous servir peut-être à être... C'est pour quand, Olivier, ça? Là, ils annoncent, étant assez proche de GS1, que d'ici 2027, on aurait les 2 systèmes. Donc, ils vont lancer en fin d'année des tests sur le QR code augmenté, sur des entreprises qui seraient volontaires de le mettre en place. Donc, des entreprises qui sont capables de le lire aussi, par exemple, au niveau des caisses, hein, donc pour nous, ou sur la chaîne. Et aux consommateurs, avec un téléphone, aujourd'hui, smartphone, il n'y a pas de problème, puisque tous les téléphones lisent les QR codes. Et normalement, la bascule, ils annoncent entre 5 et 10 ans la suppression de l'EN13 pour passer tout en QR code. Olivier, on est en train de dire qu'on pousse, alors il y a le Nutri-Score, mais les autres, y compris l'environnemental, système de score éventuellement de couleur, et en même temps, on va faire du digital pur. Comment on arbitre ça pour l'avenir? Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non. Pour nous, non, je pense. Non. Enfin, pour la partie qualité pure, non. Qualité et information, non. On met plus d'informations, c'est sûr. Oui, mais aussi recherche des produits qui sont conformes et remonter aussi la traçabilité jusqu'à l'origine des produits, l'origine des matières. Je pense que ça... Là, il y a une information... Il y a un intérêt évident. En transparence vis-à-vis du consommateur, ce qu'on cherche depuis des années et des années quand même, hein, depuis la crise de la vache folle quand même, hein, depuis le mot traçabilité est créé après la crise de la vache folle. Hein. On n'utilisait pas traçabilité avant 2000. Et aujourd'hui, la traçabilité, avec ces systèmes digitaux, va être beaucoup plus simple à organiser et à mettre en œuvre. Je ne sais pas si monsieur le député est d'accord, mais je pense que c'est évident. Enfin, voilà. Après, c'est le taux d'équipement des clients. On est encore de ce doute. Est-ce que tout le monde est équipé d'un smartphone, peut lire le digital? Voilà, c'est aussi une question aussi. C'était à l'époque, il y a 10 ans, c'est une question. Nous, on préconise quand même, on demande est-ce que l'étiquetage, on puisse le dématérialiser, que l'affichage environnemental puisse être dématérialisé. D'accord. Les mousquetaires, quand ils veulent débattre à Bruxelles, ils font comment? Parce que j'entends la parole française, alors ils passent par Euralia, c'est sûr. C'est en dehors de ça, je ne vais pas faire la pub pour Euralia. Parce qu'il y a des collègues, il y a d'autres opérateurs, vous discutez entre vous quand même. Non, on n'est pas en la fédération du commerce européen, donc on travaille avec un spécialiste du public affaires sur Bruxelles. Et on est à la FCA avec les 2 autres distributeurs indépendants, Leclerc et U, donc ce qui nous permet d'avoir
une voix aussi auprès des ministères. Depuis la loi Egalim, on nous a demandé d'être présents via une fédération. C'est le cas. On n'est pas à l'FCD. Et en Europe, on n'est pas aujourd'hui représenté au niveau de... On retrouve les mêmes discussions que les opérateurs de l'industrie, de l'agroalimentaire, les mêmes césures nationales d'origine. Oui, puisqu'on est, Ouais. on a des marques propres. Ouais. Et en tant que marque propre, on est producteur. Donc de toute façon, on a les mêmes discussions qu'un industriel. Ouais. On a les mêmes obligations, et puisque ce sont nos marques, donc on est producteur. Voilà. Merci. Agathe, il y a plein de choses qu'on a dites. Je reviens. Il y a d'abord une question qui tourne, c'est volontaire obligatoire, que ça soit le futur affichage environnemental ou l'affichage strict, isolé, bien-être animal. C'est quoi la position? Il y a un choix ou on estime? Alors, dans le cadre de l'étiquette bien-être animal, c'est une démarche volontaire, Ouais. par définition. Enfin, il pourrait se poser la question, mais on a fait le choix d'y répondre par le volontaire, à partir du moment où on intègre l'étiquette bien-être animal, donc c'est une association où chaque chaque entreprise qui veut étiqueter adhère, on pourrait rendre obligatoire pour chaque adhésion l'étiquetage de l'ensemble de ces produits, mais c'est aujourd'hui c'est difficile d'engager des entreprises jusqu'à un stade de le rendre le plus obligatoire possible pour une démarche qui n'est pas réglementaire. Ça reste un frein en tout cas, mais on souhaiterait, nous, ONG, en tout cas nous, CIWF, on souhaiterait que les entreprises, elles y viennent en fait, elles y viennent un peu comme vous le disiez, au départ avec une démarche volontaire. Néanmoins, on voit très vite les limites quand même du caractère volontaire, et nous on souhaite que ça soit dans un certain laps de temps rendu obligatoire, parce que comme ça a été précisé également, pour que l'information soit efficace, c'est ce que d'ailleurs reconnaît la Commission européenne depuis assez longtemps, hein, pour qu'une information soit efficace en termes d'information du consommateur et de changement d'acte d'achat, il faut aussi que tous les produits puissent être redevables de cette information de façon égalitaire. Et c'est ce qui permet réellement de faire évoluer et l'acte d'achat et l'offre alimentaire. Et donc l'efficacité de l'étiquetage, il est quand même fortement dépendant de son caractère obligatoire. Mais il y a un certain temps et démarrer par une étiquetage volontaire, ça marche quand même. À terme, c'est pas suffisant, mais ça marche quand même. Et donc, c'est important. On a un exemple, et c'est celui que nous, on a pris pour intégrer la démarche du Planet Score, parce que j'aimerais quand même y revenir. C'est celui de l'étiquetage des œufs, qui au départ était volontaire. Les codes sur les œufs 0, 1, 2, 3, vous connaissez peut-être, qui n'était pas hyper simple à comprendre, mais c'était un peu le but aussi, je pense, au départ. Ça a permis petit à petit, c'est devenu obligatoire en 2004, si je ne me trompe pas, ça a permis une évolution progressive du marché pour les œufs qui sont concernés, c'est-à-dire les œufs coquilles uniquement. Et on le voit bien, aujourd'hui, les consommateurs et les distributeurs derrière vont petit à petit pouvoir supprimer certaines pratiques qui ne sont plus du tout sollicitées par les consommateurs. Et donc, ça permet vraiment de faire évoluer et l'offre et l'acte d'achat. Mais on a pris cet exemple de l'étiquetage des œufs pour intégrer la démarche de l'affichage environnemental. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu le faire et en quoi c'est cohérent avec la démarche d'étiquetage bien-être animal? Pour nous, c'était très important d'intégrer cette démarche d'affichage environnemental. D'une part parce qu'on commençait à voir des risques liés aux méthodes d'affichage environnemental basées sur l'analyse du cycle de vie qui prend les unités de produits et qui fait qu'on va avoir certains produits qui vont être plus efficaces en termes avec la matrix de l'ACV, de l'analyse du cycle de vie, en termes notamment de gaz à effet de serre, mais qui du coup vont être contradictoires avec un enjeu de bien-être animal, qui vont du coup favoriser des filières plus intensives, puisqu'elles vont être plus intensives et donc plus
en termes d'unité de produit plus efficiente. Mais derrière, Le choix est fait en France. C'est le débat EcoScore, Planet Score. On en c'est est le où débat aujourd'hui? EcoScore Planet Score. Le choix, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Par contre, il a été poussé. On commence à avoir une évolution. On a été beaucoup ACV pur. Et là, on voit un peu sous l'impulsion de Bruxelles avec la proposition de directive Green Claims, mais peut-être Caroline Bielek en parlera mieux. On voit qu'il y a une petite inflexion pour intégrer plus de complexité, notamment la biodiversité qui est très mal notée dans une ACV pure, enfin, qui est mal... qui Qui est mal ne apprécié se score pas dans une ACV pure, et également pour intégrer l'enjeu de bien-être animal. Parce que c'est le deuxième point que je voulais dire. Donc on veut éviter ces risques en termes de bien-être animal liés à une ACV qui vont favoriser les productions plus intensives, mais on veut aussi éviter qu'on ait finalement un arbitrage entre bien-être animal et environnement. Nous, ONG dédiée au sujet de bien-être animal, on considère qu'il ne faut pas avoir à choisir entre environnement et bien-être animal, mais bien essayer de les réconcilier. Et c'est ce qu'on propose dans le cadre du Planet Score, avec donc un indicateur mode d'élevage qui a été rajouté, qui n'est pas intégré, qui n'est pas moyenné. Donc c'est pas une note globale, hein. Il y a d'un côté un score environnemental, on va dire un peu plus pur, avec des corrections pour intégrer mieux la biodiversité et d'autres enjeux. Mais il y a de l'autre côté une indication du mode d'élevage qui va permettre de la distinction intra-catégorie, comme l'avait présenté tout à l'heure Pascal Ebel, qui est un point très important de l'intra-catégorie pour pouvoir favoriser des meilleurs modes de production qui vont être meilleurs pour le bien-être animal, mais qui vont aussi incidemment être meilleurs pour d'autres enjeux environnementaux. Et donc pour nous, c'était très important. On a choisi aussi d'avoir cet indicateur mode d'élevage qui est moins stigmatisant que le bien-être animal, qui est aussi plus simple. C'est-à-dire qu'on va être sur un stade, le stade de l'élevage. C'est simple, mais pas simpliste, parce que derrière, il y a des critères, mais ça permet aussi, et on est pragmatique, hein, c'est un peu notre façon d'agir à COBF, le pragmatisme, c'est on va pouvoir déployer plus facilement ce type d'indicateur qui va être une locomotive derrière pour pouvoir aller vers plus de complexité quand les opérateurs seront prêts. Donc on est conscient que faire évoluer ces recettes, ces modes de production, ça prend un certain temps. Donc l'idée, c'est que le consommateur il puisse être un levier, mais que ça ne ferme pas la possibilité. Donc petit à petit, donc le Planet Score, c'est un premier pas avec un indicateur sur le mode d'élevage. Et puis derrière, c'est évolutif, on pourra envisager d'aller... C'est complémentaire. C'est complètement complémentaire et d'aller vers l'étiquette bien-être animal pour ceux des producteurs et des metteurs en marché qui sont en mesure d'aller jusqu'à la complexité d'une note sur le bien-être animal. On le souhaite évidemment, puisqu'on était pionniers sur ça. Mais il faut qu'il y ait une possibilité d'entrée sur un affichage. On va demander à Caroline, le Planet Score, vu de Bruxelles. Alors le Planet Score, donc en fait, ce que je dis, donc ce que vous dites entre le bien-être animal et l'environnement, je fais juste un petit point dessus, c'est que donc vous avez mentionné cette proposition de directive, les Green Claims en quelque sorte, donc c'est sur les allégations vertes. Donc la Commission veut maintenant réguler toutes les allégations vertes pour éviter justement le greenwashing en quelque sorte. Et donc c'est pas totalement mon domaine d'expertise, mais ce que j'ai compris, ce que la Commission notamment veut faire, c'est qu'elle veut bannir les scores agrégés et donc ces indicateurs comme l'EcoScore par exemple. Ici en Belgique, il y a une chaîne de magasins qui a aussi introduit son propre EcoScore en quelque sorte. Et en fait, l'idée, c'est donc de bannir un peu ces scores qui se multiplient, surtout ces scores privés qui sont basés sur des algorithmes complètement privés, sur des certifications privées également. Et pareil, d'harmoniser en quelque sorte. Donc, il y aurait les États membres ne pourraient également pas développer leur propre éco-score en quelque sorte au niveau national seulement. Sous la loi européenne, donc il faudrait qu'il y ait déjà une harmonisation au niveau européen sur ça. Et ensuite, donc l'idée, c'est d'avoir des scores environnementaux qui pourraient venir du privé,
mais seulement s'ils ont une valeur ajoutée qui a été démontrée aux autorités nationales. Donc ça, c'est un peu l'idée sur les allégations vertes. Bien sûr, c'est une proposition qui vient juste de sortir il y a 2 mois. Donc bon, ça va encore passer par le Parlement, par le Conseil, etc. Donc ça peut encore changer. Mais voilà, l'idée de la Commission, c'est quand même aussi de réguler un peu ça pour avoir une harmonisation. Et notamment, ça me permet aussi de rebondir sur ce qui a déjà été mentionné. Donc, c'est vrai qu'on a besoin sur tous ces étiquetages, une harmonisation au niveau européen est quand même pratique, que ce soit pour les industriels ou pour les consommateurs, puisque bon, d'un côté, pour les consommateurs, on pourrait avoir, que ce soit sur l'étiquetage nutritionnel ou d'autres, voilà, vous traversez une frontière et vous avez à peu près le même score ou la même étiquette, donc vous savez vers quoi aller. Et ensuite, au niveau industriel, pour le marché intérieur et la libre circulation des marchandises, ce serait quand même bien plus pratique d'avoir une seule étiquette et d'éviter la prolifération en fait de tous ces étiquetages nationaux. Caroline, je vous interromps, mais très, très, très rapidement. Là, on parle des relations difficiles entre États membres et l'Union européenne, de faire un choix et tout. Il y a quand même le reste du monde. Donc, vu de Bruxelles, il y a aussi des dialogues avec d'autres continents, d'autres pays sur ces sujets-là. Rapidement, Caroline, ça existe, ça Alors, c'est pas des relations directes, disons, voilà, entre la Commission et d'autres, mais nous, à notre niveau, par exemple, chez Food Drink, on a reçu une délégation de la Food and Drugs Administration des États-Unis, et donc notamment, ils nous disaient qu'ils commencent à penser à un étiquetage nutritionnel, et notamment qu'en fait, ils attendaient de voir ce qui se passait au niveau européen, donc ce qu'on appelle un peu l'effet de Bruxelles. Donc c'est vrai que beaucoup de pays du reste du monde regardent un peu ce qui se passe au niveau européen pour ensuite développer leur propre législation. Et notamment, donc ici, on nous avait dit que oui, c'est quelque chose que cette année auquel ils commencent à réfléchir en fait, à qu'est-ce qu'ils pourraient faire au niveau américain, au niveau fédéral, s'ils pourraient faire quelque chose. Et donc là, bon, vu que de notre côté, la Commission est en retard sur ces sujets, est-ce qu'on va toujours être les pionniers? Est-ce que quelqu'un va peut-être avoir des législations avant nous? C'est aussi une question qui se pose. Merci Caroline. Je vais vous laisser la parole chacun et chacune pour conclure. Vous rebondissez sur ce que dire Caroline, si vous voulez. J'ai une ou deux petites questions éventuellement. Agathe, on commence par un rebond. Oui, juste pour dire, je partage évidemment l'idée l'harmonisation à l'échelle européenne est utile, mais il est à noter quand même qu'on peut travailler à l'échelle nationale, on peut donner de l'impulsion. On le voit, nous, sur l'étiquette bien-être animal, on a quand même été reconnus et ça a permis de faire bouger aussi certaines lignes dans le cadre du groupe de travail sur l'étiquetage bien-être animal à Bruxelles. Donc c'est très important d'avoir des initiatives nationales et on le voit aussi dans le cadre de l'affichage environnemental où la France elle a légiféré depuis la loi AGEC et ensuite repris par la loi climat sur ce sujet et clairement ça a permis, alors c'est pas encore consolidé, c'est pas encore finalisé, mais ça a permis d'influencer l'échelle européenne et d'intégrer aussi des spécificités nationales et en particulier sur les questions d'élevage. On a en France, on est une nation d'élevage, mais on est une nation d'élevage sur certaines productions où il y a vraiment des choses à valoriser. Sur certaines productions en bovin, assez extensif, on a plutôt des choses à défendre à ce niveau-là, et ça peut être aussi une façon de le faire. Donc il faut pas se couper de ces outils-là et d'influencer l'échelle européenne par ces outils-là nous semble important. Notamment, nous, ce qu'on propose dans Planet Score, c'est mieux intégrer les externalités positives et du coup aussi négatives, mais les intégrer, notamment l'enjeu des prairies, des prairies pâturées, qui sont bonnes pour l'environnement, mais aussi pour le bien-être animal. Voilà, c'est le genre de choses que on pense utile. On va être court parce qu'on va peut-être avoir la chance d'avoir une petite séance de questions-réponses, donc on pourra revenir sur le bovin, sur le poulet, Olivier, quelques mots de conclusion et on laissera Julien. Oui, il y a un élément de maturité du marché. Il faut que tout ça se mette en place. Et on l'a vu avec le Nutri-Score. On n'était pas nombreux, on était de plus en plus nombreux. Et il y a des équations économiques entre les opérateurs. Il ne faut pas le cacher. On est des acheteurs aussi. On se retrouve confrontés à des éléments de prix. Donc il faut que tout ça soit bien intégré dans la chaîne de valeur parce que un étiquetage, automatiquement, ça va impliquer de monter en valeur le produit.
Aujourd'hui, quand vous étiquetez A, B, C, D, E sur un produit, s'il est DE, vous avez des risques quand même de moins de le vendre que s'il est A ou B. Oui. Et automatiquement, le A ou B va avoir une valeur économique certainement plus importante. Donc, il y a une maturité. C'est pour ça que l'étiquetage bien-être animal, il faut le faire par étapes. Le Nutri-Score, on l'a vu comment ça a fonctionné. Il y a eu des locomotives. Casino est la locomotive du bien-être animal. On a été la locomotive du Nutri-Score. Mais je pense que c'est ça qui fait le marché. Et après, tout le monde adhère. Mais c'est important que ça s'élargisse pour que le consommateur il puisse comparer quand même après. Merci Mais Olivier. voilà. Julien, la force du politique, en conclusion. La force, je ne sais pas, mais ne perdons pas de vue déjà que celui qui décide à la fin, c'est le consommateur, c'est l'acheteur. Ne perdons pas de vue que c'est pour le consommateur, le citoyen, l'environnement que tous ces outils sont développés, que ce soit sur la partie nutritionnelle, partie planète en impact environnemental, sur la partie bien-être animal. Et du coup, se pose la question de l'obligation. Si vous rendez obligatoire, mais est-ce que vous rendez obligatoire au restaurateur du coin de l'afficher sur l'ardoise de son menu à la cantine scolaire de l'école? Parce que pourquoi je pose cette question? Parce que 60% du poulet qui est consommé, 60 à 70% du poulet qui est consommé en France hors domicile est importé, particulièrement des pays de l'Est. Et ce que vous allez imposer à l'éleveur sartois de poulet dont on a vu la marque tout à l'heure, mais ne sera peut-être pas imposé à l'éleveur de la région de Cracovie qui lui viendra vendre son produit. Donc attention à tous ces obligations qu'on cherche à pousser. Moi, je crois véritablement que notre rôle est évidemment de définir un cadre strict et clair qui permette d'éviter les dérives. Mais je crois qu'au sein de ce cadre, on doit aussi permettre, faciliter, promouvoir la liberté. C'est ce qu'on a pu constater, notamment d'une part avec le Nutri-Score, et je crois qu'on est en train de le voir avec la partie bien-être animal. Merci, on peut les applaudir. Alors, comme ils sont au fond de la salle, ils sont bloqués, il n'y a pas de porte de secours. Elle est là-bas, la porte de secours. On peut peut-être se permettre de poser quelques questions, il y aura des réponses. Qui veut poser une question? Ici, Bernard. Alors, Louis, Bernard, Louis. Question très brève. Hein. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces interventions, Louis Orenga. Moi, j'ai une question principale. Est-ce que pour les produits frais non transformés, on a été à l'origine des étiquetages, hein, que ce soit sur la viande ou les fruits et légumes avec l'origine obligatoire. On a une tendance à vouloir faire du vrac. Moi, j'ai quand même une interrogation sur la multiplicité de tous ces étiquetages dans un cadre de vrac. Et ça fait 30 ans que sur les signes officiels de qualité, on dit le consommateur ne comprend plus rien, alors qu'il y en a 4 ou 5. Vraiment, j'ai une interrogation. Je voudrais avoir votre avis sur ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une distorsion de marché entre les produits frais et les produits transformés? Alors, le Nutri-Score n'est pas sur les fruits et légumes. Donc, on finit par se dire qu'il y a trop de sucre dans les fruits, ce qui est quand même un comble. Voilà, donc juste cette question-là. Et monsieur le député, l'Assemblée et le Sénat avaient voté il y a quelques années une obligation de campagne d'information sur les chaînes publiques. Les décrets ne sont jamais sortis. Au vu de tout ce que vous avez dit, c'est peut-être un peu dommage. On devrait peut-être reprendre ce sujet. Le ministre. Bon, alors donc c'est Julien Dive qui va répondre, alors évidemment. Non, sur la dernière partie, vous savez, parfois, il faut pousser aussi, parce qu'il y a le travail qui est fait au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, mais il faut aussi pousser après pour que les décrets puissent être pris et puis que l'action soit mise en place. Donc, et ça, c'est dans les ministères qu'il faut les pousser. Sur le vrac, vous posez un vrai sujet, parce que pour le coup, c'est vrai que ça laisse à penser que soit le vrac n'est pas valorisé, ou au contraire, on estime que le vrac est suffisamment valorisé comme ça pour être davantage renseigné par un étiquetage quelconque. J'ai plutôt tendance à regarder quand même l'origine. Hein. Quand il y a du vrac, vous mettez l'origine France ou origine étrangère. Et moi, en tant que consommateur, en tout cas, je fais confiance quand c'est marqué origine France. Une autre question, Bernard? Bernard Valuy, une question sur la prolifération des signes qui sont visibles pour un consommateur, mais qui, étant lisibles, ne sont pas toujours visibles et compréhensibles. Il y a les SICO, il y a le bio, il y a EcoScore, PlanetScore, Nutri-Score, Remunerascore. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire peut-être de faire un petit peu de ménage dans les objectifs qui sont poursuivis
dans la mesure où certains sont contradictoires. C'est la raison pour laquelle EcoScore, notamment, a été critiqué. Et on est arrivé à Planet Score parce qu'un certain nombre de produits que l'on voulait valoriser, je pense au bio, n'avaient pas un score favorable au niveau d'EcoScore. Donc, qu'est-ce qu'on poursuit ? En tout cas, juste pour dire, pour ce que je peux répondre, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre, mais nous, on a essayé de montrer qu'il fallait responsabiliser le metteur en marché et pas le consommateur, parce qu'il a beau faire ses courses, et c'est pas vraiment lui qui choisit, et c'est avant tout l'offre qui manque, qu'il faut développer. Et pour nous, il faut qu'il y ait des propositions d'affichage qui soient assez complètes, simples, mais pas trop simplistes. On a vu sur Planet Score, par exemple, le Planet Score, il propose un score environnemental global et des sous-indicateurs, donc climat, biodiversité, pesticides. Et puis à côté de ça, encore une information sur le mode d'élevage. Et on a constaté dans les études conso qui ont été faites à l'appui que ce détail d'information était recherché par les consommateurs qui avaient du mal à avoir confiance à une note globale un peu gloubi-boulga et qu'ils avaient envie d'avoir un détail sur certains enjeux, quitte à ce qu'il y ait des contradictions, mais quelque part les metteurs en marché vont faire en sorte qu'elles soient le moins visibles, c'est-à-dire qu'ils vont simplifier les recettes. Ils vont faire en sorte que, c'est à eux de faire en sorte que ces enjeux soient réconciliés, parce que le consommateur, il ne va pas faire le choix entre environnement et bien-être animal, en fait. Sinon, il arrête d'acheter. Donc, c'est le meilleur moyen qu'il arrête d'acheter de la viande, par exemple. C'est surtout de lui donner qu'une seule des informations, qu'une information partielle. Donc, il vaut mieux lui donner une information complète, quitte à ce que le metteur en marché ait à faire un effort, et c'est un coût, mais ait à faire un effort pour merci, la simplification. Agathe. Il y a des questions courtes, réponses courtes, monsieur. Monsieur Marais, président des Fromagers de France, moi je voudrais revenir sur la définition des avantages et des inconvénients du Nutri-Score que monsieur le député a dit, notamment les deux inconvénients. Que c'est vrai que le Nutri-Score a été fait pour des produits transformés, donc c'est facile de modifier, alors que sur certaines productions, notamment le fromage, quand vous avez que du lait, du sel et un peu de ferment, il est difficilement possible de modifier. Un beurre sera toujours en E. Une crème sera toujours en E, alors qu'il est facile de faire soi-disant beurre allégé, etc., avec des modifications. Mais surtout, le terme qui m'a un peu choqué, c'est de dire qu'il y avait aussi des produits de plaisir. Plutôt que de dire des produits de plaisir, c'est des produits de tradition. Des produits de tradition, et surtout qui répondent à tout ce qu'on a dit ce matin, la biodiversité. Il faut savoir que grâce à ça, on a nos montagnes qui sont avec des prairies, qu'il y a des gens qui y vivent. Donc, et cette partie-là, je crois qu'on l'a négligée un peu. Et puis, c'est toute cette partie traditionnelle, et puis qui sont à l'origine. Alors, c'est vrai que chaque pays est concerné par ses propres origines, mais n'oublions pas qu'on a des terroirs et que les gens reviennent aux terroirs. Et ça, il faut y penser. Ne croyez pas que quand on parle de plaisir, déjà ne soyez pas choqués par le mot plaisir, c'est quand même positif le plaisir, non? Vous n'êtes pas d'accord? Merci. Et plaisir, c'est aussi la tradition. La tradition, c'est aussi un plaisir. Et croyez que je suis bien attaché aux traditions. Je viens d'une région rurale. Je suis attaché aux sujets ruraux et au territoire et aux signes d'origine que nous avons dans nos territoires. Le fromage maroilles, vous auriez pu le citer, c'est celui de mon département. Et pour le coup, je suis assez vigilant. D'ailleurs, j'étais assez hostile à ce que sur ces produits-là soit obligé, ou en tout cas soit aujourd'hui à poser la question du Nutri-Score, parce qu'évidemment, il les dévalorise. Donc ne vous méprenez pas sur mon propos. Le plaisir est positif, monsieur. Plaisir et tradition, ça va ensemble. Autre question? Bonjour, j'ai une question très simple. Il y a plein de discussions en ce moment sur un cadre noir autour du Nutri-Score pour parler d'ultra-transformation. Je voulais savoir quelle était votre position, même au niveau européen, sur ce sujet. Alors, chez les mousquetaires, on étudie cet étiquetage. On regarde SIGA et l'autre, c'est Nova, dans les deux référentiels. Pour répondre un peu aux deux autres questions, nous, on a besoin d'un cadre clair et précis pour avancer. Les signes de qualité l'ont défini depuis très longtemps sur ces nouveaux systèmes d'étiquetage. Et là, il faudra une position sur l'ultra-transformé, parce que c'est un sujet encore plus complexe, je pense, que le Nutri-Score. Il faudra qu'il y ait une position claire de l'administration. Il faudrait presque tout de suite, je m'adresse à monsieur le député, mettre un groupe de travail sur ce sujet avant que ça parte dans tous les sens. Parce que c'est pas simple du tout. Parce que l'ultra-transformation, c'est jusqu'où on va.
Quel ingrédient on prend. Oui, Et ça apparaît de plus en plus. Hein. Il y a beaucoup d'étiquetages. Définition d'un produit ultra transformé. Ouais. Olivier, c'est quoi un produit ultra transformé? Je ne le dirai pas maintenant, je laisserai voilà, c'est les experts. Conseil d'administration. Encore une ou deux, très rapide. Bonjour, Yvon Logvenov chez Agra Presse. J'ai une question. Souvent, l'IDRI, donc le cercle de réflexion lié à Sciences Po, dans ses notes dit qu'il faudrait, pour toutes ces discussions sur l'affichage environnemental ou nutritionnel, pour dépasser toutes les questions, les problèmes techniques, fixer un petit peu un horizon. C'est-à-dire un horizon en termes de qu'est-ce qu'on veut dans les assiettes des Français, qu'est-ce qu'on veut en termes d'agriculture. Concrètement, qu'est-ce que ça serait le bon véhicule pour vous dans les prochaines années pour fixer vraiment cette trajectoire? Comment est-ce qu'on peut vraiment fixer une trajectoire sur l'assiette, effectivement, qui est une décision personnelle? Mais est-ce que dans toutes ces discussions-là, ce qui ne manque pas, c'est justement des objectifs un peu clairs et chiffrés quelque part qu'on se donnerait en commun? Merci. Alors là, en tout cas, moi, je peux répondre pour ce qui nous concerne. Il y a plusieurs véhicules et peut-être que monsieur le député approuvera ou pas cette orientation-là, mais clairement, la future le pacte loi d'orientation agricole qui va arriver normalement en septembre, octobre, je ne sais pas, à l'Assemblée. Et puis la SNANC, la Stratégie nationale alimentation, nutrition et climat, qui, elle, passe pas par, si je ne me trompe pas, elle ne va pas passer par les bancs parlementaires, mais qui va par contre passer par le Conseil national de l'alimentation et d'autres, et qui, quelque part, chacun est responsable aussi de faire en sorte que cet outil oriente suffisamment fortement les objectifs. Donc pour moi, ça fait partie en tout cas des leviers à venir, là, très concrètement et très prochainement pour permettre de fixer des objectifs assez ambitieux. Et sur la PLOA, on a un peu des inquiétudes quand même. Oui, c'est une question redoutable. Hein. Si on considère que l'étiquetage est lui-même un levier et qu'on regarde toutes les politiques qui sont mises en œuvre, je prends votre question à l'envers, si j'ose dire. Fixer un calendrier, une trajectoire, c'est très compliqué aussi. Hein. Est-ce qu'à Bruxelles, c'est Farm to Fork la réponse? Non, mais je plaisante pas. Oui. Et c'est quoi le calendrier de Farm to Fork là-dessus? Pour répondre à la question qui vient d'être posée au niveau européen. La stratégie est en train d'être implémentée, notamment donc on a tous les étiquetages qui font partie de cette stratégie et tout avance au fur et à mesure. Donc écoutez, c'est en cours. Donc on a notamment quelques retards, mais tout est en cours. Je voulais juste rebondir très rapidement sur quelque chose qui m'a un tout petit peu interpellé. Je pense que c'est un petit peu mon côté très européen. Juste pour rappeler que tous les standards de production des aliments sont les mêmes au niveau de l'Union européenne, et donc on a tous les mêmes standards et on produit une nourriture qui est une des plus saines et des plus sûres au monde. Donc juste de dire que les standards qui sont imposés à un producteur sartois ou un producteur de Cracovie, ce sont exactement les mêmes. Bien sûr, après, si vous avez des labels en plus, donc des indications géographiques, etc. En plus, là, vous pouvez aller plus loin et vous avez d'autres standards selon les certifications que vous voulez avoir. Mais tous nos standards minimums sont les mêmes partout en Europe. Ouais, merci Caroline. Il n'y avait pas de quiproquo là-dessus. On était en additionnel positif, hein, mais on a répondu. D'autres questions? Jérémy, une question, je crois. Et après, bonjour. Et une autre après. Ouais. Vas-y, Jérémy. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que ce qu'on sent bien, c'est que le sujet de l'affichage environnemental, il est quand même bien plus compliqué que le Nutri-Score, puisqu'on est dans des démarches filières forcément, on descend jusqu'au niveau des territoires. En plus, on a des indicateurs qui sont beaucoup plus complexes que juste la quantité de fibres, etc. Et donc, on sent bien la difficulté de la puissance publique à adresser ce sujet, d'autant plus que sur un étiquetage, on a peu de messages à faire passer. Donc, est-ce qu'on est plutôt pour la biodiversité, pour l'élevage, ou bien pour le carbone? Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un rôle quand même historique un peu des distributeurs pour organiser, je sais que vous allez, pour organiser le sujet de l'affichage environnemental, c'est-à-dire en fait faire les choix, puisque c'est eux qui sont le plus proches des consommateurs, faire les choix de ce qu'il y a à communiquer aux consommateurs, et derrière de mettre en place des démarches filières, incluant les industriels jusqu'au territoire. Parce que si on réfléchit un peu, quels sont les acteurs économiques qui pourraient avoir la possibilité de faire cet effet de pivot entre les consommateurs et les territoires? Il n'y en a pas 50. Hein. Et donc c'est un peu la question que je vous pose. Allez Olivier, réponse facile. Non, je ne suis pas sûr qu'on soit
Alors on a industriel, nous, et distributeurs. Moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est la communauté qui doit se mettre d'accord, parce que on a cette vision de ce que le consommateur, mais les industriels aussi, et puis oui, on est précurseurs, mais je veux dire, on n'est pas expert du sujet. Enfin, le débat du Nutri-Score et NutriPass qu'on a lancé, c'était qu'à un moment, on se sentait un peu isolé. On a voulu donner le référentiel, je l'ai dit, on a voulu le proposer, et on nous a dit non, on va d'abord parce que l'Europe était en train de préparer quelque chose, on a expliqué un peu les choses un peu bizarrement, et après, il y a bien eu ce gros de travail interopérateur qui s'est mis en place pour définir ce que devait être le Nutri-Score. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler. Moi, je travaille depuis très longtemps sur la transparence des filières dans mon groupe. Amener les opérateurs des filières à travailler ensemble, c'est compliqué. Donc, c'est bien qu'il y ait un élément extérieur qui nous fédère. On a des groupes de travail avec les ONG. On travaille avec une ONG qui s'appelle Earthworm, qui fédère les distributeurs, par exemple, sur le soja responsable, sur le charbon de bois responsable. Je trouve que ça, c'est des bonnes démarches qu'on se met tous autour de la table et ensemble, on construit le référentiel. Et on ne s'oppose pas sur le sujet. Si on s'oppose, on revient dans les sujets de négociation et tout. Il faut qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui nous amène autour de la table. Je ne suis pas sûr que ce soit légitime, que ce soit le distributeur qui tire. On est bien sûr, on est dehors d'ordre, mais on ne doit pas trop tirer. On doit être ensemble. Moi, c'est mon point de vue. Et quand on le fait, ça fonctionne. Et la preuve, on a des bons résultats sur certains sujets RSE. Oui, c'est pour ça qu'on vous a mis côte à côte, d'ailleurs. Oui, on a tout bien à vu. fait. Il y a 15 ans, c'est sûr, on ne discutait pas avec les ONG comme on discute aujourd'hui. Aujourd'hui, autour de la table, vous avez ONG, industriel, un distributeur, vous avez des experts, voilà, c'est parfait. Hein. Merci, Olivier. Travaillons comme ça en communauté, ça va avancer. Encore 2 questions, on va s'arrêter après, puisque nos invités ont des problèmes d'agenda. Alors, l'avant-dernière question, c'est pour le Canada. Oui, moi j'ai une question, je suis de l'ambassade du Canada, mais je constate les évolutions réglementaires. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, si j'ai bien compris, les boissons alcoolisées bénéficiaient bien sûr d'un régime préférentiel, et elles vont être obligées de recourir à un QR code. On parle d'information du public, et puis là, finalement, il y a toute une catégorie qui, elle, ne va pas être obligée d'avoir l'information que toutes les autres sont obligées de suivre, mais eux, ils vont bénéficier finalement d'un régime de faveur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelqu'un veut répondre ? Caroline ou au secours, Caroline. Alors oui, non, c'est une bonne question que vous posez là. En effet, donc dans le règlement de l'information aux consommateurs sur les denrées alimentaires, les boissons alcoolisées bénéficiaient d'un régime d'exemption sur les valeurs nutritionnelles et notamment les listes des ingrédients. Ce qui vient de changer, c'est que les vins à partir de décembre, donc de fin d'année normalement, il me semble, ils vont devoir mettre la liste des ingrédients, mais ils vont pouvoir le faire via un QR code. Donc c'est quelque chose qui a été qui est dans le règlement de l'organisation des marchés communs, donc dans un autre règlement, plutôt sur le côté agriculture. Et donc il y a encore la question qui se pose des autres boissons alcoolisées. Donc ça c'est également une partie, c'est également un élément sous-jacent de ce règlement de l'information consommateur qui est censé arriver également. Mais on a d'abord, donc comme la commission est en retard, on attend encore une étude du centre de recherche de la commission sur cette question des boissons alcoolisées. Donc c'est en cours. Pour le moment, on n'a pas trop non plus d'indications sur où est-ce que ça va. Pour vous dire la vérité, donc c'est une question très sectorielle, et très souvent ces questions sectorielles, nous chez Food Drink Europe, on les laisse à nos associations sectorielles, puisque bon, on essaye d'avoir une vision un peu plus globale de toute l'industrie. Mais c'est une très bonne question qui va se poser, et notamment d'ici la fin de l'année, la commission va également devoir se positionner dessus, sur la question de la valeur nutritionnelle, de la liste des ingrédients des boissons alcoolisées. Merci Caroline. On va faire échanger les mails pour avoir une réponse plus tard. Donc j'ai bien dit encore 2 questions très courtes. Les 2 dernières. Très courtes. Très courtes. Bertrand Gardel, moi j'accompagne des coopératives dans le monde entier. J'ai bien écouté ce que vous avez dit, Madame Bialek, sur les standards de production. Pourquoi il n'y a pas plus d'exigences pour les produits de nos amis canadiens, américains, chinois qui rentrent sur le marché européen par rapport aux exigences que ces pays peuvent mettre ou nous imposer ? Alors, on part sur des questions vraiment de commerce international, donc ça va beaucoup dépendre, donc notamment des clauses miroirs dans les
les traités, enfin dans les traités, même pas dans les trade agreements en quelque sorte. Donc on reste quand même en Union européenne, on a quand même des standards très élevés. Je pense que des fois c'est beaucoup demandé de nos voisins d'avoir exactement les mêmes. Mais c'est pour ça que notamment il y a des questions d'importation qui se posent. Notamment voilà, ça fait des années qu'on négocie avec les États-Unis sur une coopération notamment agricole, mais voilà, l'Union européenne ne veut pas des produits américains qui sont vraiment qui ont des standards très 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 bas. Les questions se posent également avec les pays du Mercosur. Alors bon, j'ai pas de réponse ni de solution à ça. Mais notamment, voilà, il y a des questions, par exemple, que ce soit sur le bien-être animal qui se posent également. C'est que, voilà, si nous, demain, on a des standards, de nouveaux standards quant au bien-être animal, est-ce qu'on peut demander à tous nos voisins hors Union européenne d'appliquer ces mêmes standards? Ou alors, justement, on peut, au lieu de les obliger, on veut les pousser à ce que eux augmentent leurs standards petit à petit et en attendant avoir, je sais pas, des certifications que l'Union européenne pourrait par exemple se mettre d'accord sur des certifications de ces pays que nous on appliquerait ensuite ou on accepterait en quelque sorte pour qu'ils puissent étiqueter leurs produits. Merci Caroline. Ça, je propose que ce soit le prochain thème de la prochaine conférence à Agridé Euralia, parce qu'on en fait une conférence. Dernière question, Sandrine Lyonnais. Bonjour. Sandrine Lyonnais, consommatrice citoyenne, ce sera suffisant. L'étiquetage, si j'ai bien compris, il permet d'éduquer le consommateur à savoir ce qu'il doit acheter correctement. Donc, question pour le distributeur. Est-ce que le distributeur arrive à scorer l'utilité de l'étiquetage? C'est-à-dire à faire une étude anonymisée sur le panier individuel des personnes pour savoir si quand ils ont acheté, par exemple, des œufs zéro, est-ce que derrière, ils ont acheté des produits transformés à base de vos produits? Non, on n'a pas d'études. Et même sur le Nutri-Score, on a essayé de faire des études. Je voyais tout à l'heure les résultats, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Au début, quand on a mis le Nutri-Pass, on a essayé de faire des études économiques pour voir les modifications d'achat. En fait, il y a tellement d'aléas autour du produit qu'identifier réellement si le Nutri-Score A, B apporté, on n'a jamais réussi à trouver de lien. Maintenant, je pense que là, ce qu'on a montré tout à l'heure, oui. Donc, je ne peux pas vous répondre. Là. Pas de... Oui, merci. On a la limite du fichier et tout, c'est peut-être compliqué aussi. Je veux juste corriger. Oui, pour moi, l'étiquetage n'est pas là pour éduquer le consommateur. Il est là pour l'aider, pour l'informer, pour l'accompagner, certainement pas pour l'infantiliser. En tout cas, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans cette dérive, parce que autrement, je pense qu'on rate l'objectif, on infantilise le consommateur. L'éducation alimentaire se fait, encore une fois, mais dans le foyer ou bien dans un cadre plus public. Vous parliez d'information tout à l'heure aux consommateurs, peut-être dans le milieu scolaire, mais là c'est délicat. Mais en tous les cas, c'est pas l'étiquetage de faire l'éducation. Et je pense que après, c'est une définition de terme. Après, quel que soit notre âge, on s'éduque et heureusement. Ou dans les think tanks aussi, on peut le faire aussi. Voilà. Écoutez, on les applaudit. C'est fini. Merci Caroline d'avoir accepté de jouer le jeu en étant un peu loin. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Olivier, Agathe et Julien.